Si vous ne cherchez pas activement une voie professionnelle, alors une carrière que vous n'avez pas forcément choisie risque de vous tomber dessus et vous allez la subir. C'est-à-dire que vous allez juste enchaîner les boulots que vous arrivez à trouver. Vous allez vous dire, bon, c'est déjà pas mal d'avoir trouvé un poste, et ce sont les autres qui vont prendre en charge votre destin. Mais si vous voulez trouver votre voie, la voie qui est faite pour vous et la trouver de manière intentionnelle pour que les prochaines années de votre carrière soient plus alignées avec ce que vous voulez vraiment, alors vous êtes au bon endroit. Et pour commencer, on va répondre tout de suite à une question que vous vous posez souvent. Faut-il suivre sa passion ? Alors le problème avec la passion, c'est que dans les passions communes, du genre l'art, le sport ou les voyages, il y a seulement 0,1% des professionnels qui arrivent à en vivre. Donc si vous êtes passionné de football ou de mode, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour dépasser 99% des gens et pour faire partie de l'élite ? Et ça sera le cas si vous êtes passionné pas seulement par le résultat, mais aussi par le chemin. Par exemple, si vous voulez être champion de boxe, parce qu'un jour vous avez vu un combat de Mike Tyson, vous ne devez pas être passionné par le résultat final, c'est-à-dire le fait d'être champion du monde, d'être célèbre et d'avoir de l'argent. Vous devez être passionné par le fait de vous entraîner 7 heures par jour pendant un an. Vous devez être obsédé par le travail et pas par le résultat final. Donc, est-ce que vous êtes capable de supporter tous ces moments d'effort ? C'est pour ça que plutôt que de suivre votre passion, ce que je vous encourage à faire, c'est de devenir passionné par quelque chose qui attire un peu moins de monde. Donc un domaine où c'est facile de faire partie du 1% des meilleurs. Parce que s'il y a 20 millions de personnes qui sont passionnées, par exemple par la mode, alors atteindre le 1% est vraiment dur. Et la compétition est féroce. Par contre, si on prend par exemple l'organisation d'événements, eh bien il y a moins de gens qui sont passionnés par l'organisation d'événements, donc c'est plus facile de faire partie du 1%. Donc essayez de devenir passionné d'un sujet qui est moins sexy, mais qui est plus rémunérateur pour ceux qui ne font pas partie de l'élite absolue. Et passionnez-vous du problème des gens dont vous voulez les ressources. Et généralement, les gens dont vous voulez les ressources, ce sont les entreprises. Donc quels problèmes les entreprises veulent-elles résoudre ? Alors trouvez un problème que les entreprises veulent résoudre, et même si c'est pas votre passion, peut-être que ça vous intéressera quand même. Et si ça vous intéresse, vous pouvez devenir bon, et vous pouvez devenir tellement bon que vous en deviendrez passionné. Et ça doit vous rappeler quelque chose, c'est le concept d'ikigai. C'est que votre vocation se situe au croisement de ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, et ce qui rapporte de l'argent. Et maintenant, je vais vous aider concrètement à trouver les trois. Alors le premier, c'est le plus facile, c'est trouver ce que vous aimez, et ça, je suis sûr que vous en avez déjà une petite idée. Sinon, vous allez faire ce que j'appelle le test du communisme, et vous allez vous poser la question suivante. Si tous les métiers étaient payés la même somme, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? À part l'argent, qu'est-ce qui vous intéresse ? Alors essayez d'imaginer, et vous allez voir apparaître certaines choses. Par exemple, un type de mission en particulier sur lequel vous travaillez. Ou alors un type de personne avec qui vous travaillez. Ou encore un type de structure dans lequel vous travaillez. Ça peut être sinon des compétences que vous utilisez. Ou alors l'image de vous que vous renvoyez vis-à-vis de vos proches ou vis-à-vis d'autrui. En gros, ce sont les choses qui sont importantes pour vous. Donc réfléchissez-y et prenez des notes sur ce qui vous vient. Ensuite, vous devez hiérarchiser toutes ces images, c'est-à-dire les classer par ordre de priorité. Sur quoi est-ce que vous ne voulez surtout pas transiger et au contraire, sur quoi est-ce que vous êtes prêt à être un peu plus flexible. Maintenant que vous savez ce que vous aimez, on va se pencher sur un aspect qui dépend un petit peu moins de vous, c'est de trouver ce pourquoi vous êtes doué. Alors il y a plusieurs techniques pour savoir quels sont vos talents naturels. La première, ça consiste à vous poser une série de questions. Voici les questions. Qu'est-ce qui est facile pour vous mais qui est difficile pour les autres ? Sur quoi est-ce que vous aimez passer du temps ? À quoi est-ce que vous vous intéressez spontanément ? Autre question, sur quoi est-ce qu'on vous demande des conseils ou on vous demande un coup de main ? Sur quoi est-ce qu'on vous complimente ? Et enfin, qu'est-ce que vous avez accompli que la plupart des gens de votre âge n'ont pas réussi à faire ? Ça, c'est une bonne piste. Alors vos forces, ça peut être des compétences, du genre faire un discours, réparer un ordinateur ou encore dessiner. Mais ça peut être aussi des qualités humaines. Par exemple, rester calme dans une situation tendue, résoudre des conflits, ou alors savoir s'organiser. Ça, ce sont vos talents naturels. Et vous pouvez en avoir une idée, notamment en passant le test de Clifton, qui est un test de 177 questions pour connaître vos forces et vos faiblesses dans un contexte professionnel. Et ça vous donne une bonne idée de quels sont vos atouts professionnellement parlant. Une fois que vous connaissez vos forces, vous allez utiliser le principe de la moindre résistance. Un peu comme l'eau qui se déplace là où elle ne rencontre pas de résistance. Où est-ce que vous avez spécifiquement des facilités ?
Sur quel terrain est-ce que vous êtes naturellement avantagé? Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Marcus Buckingham, qui est un chercheur en management de l'université de Cambridge, et lui, il a une idée très simple. C'est que c'est sur vos points forts que vous avez la meilleure marge de progression. Oui, vous avez bien entendu, ça a l'air contre-intuitif, mais vous ne devez pas chercher à renforcer vos points faibles, mais plutôt à accentuer vos points forts. Et ça s'appuie notamment sur les résultats d'une étude Gallup menée sur plus d'1 million de salariés. On s'aperçoit que les salariés qui améliorent le plus leur performance sont ceux qui améliorent le plus leurs points forts. Et ils sont meilleurs que les salariés qui cherchent à compenser leurs points faibles. Donc dans votre carrière, vous ne devez pas chercher à devenir moyen, vous devez chercher à vous perfectionner. Et c'est comme ça que vous vous démarquerez. Maintenant que vous connaissez à la fois vos envies et vos forces, on passe à la dernière partie, celle qui dépend le moins de vous, et c'est trouver ce qui rapporte de l'argent. Alors j'ai une méthode pour trouver un métier qui paye bien et qui suit 5 critères. Premier critère, vous devez trouver un secteur d'activité qui est en croissance. Alors ça, vous le saurez en fonction des grandes tendances de société, sachant qu'une même tendance peut avoir plusieurs conséquences. Le cas typique d'une tendance de société extrêmement forte, c'est la numérisation, c'est-à-dire le fait que de plus en plus d'activités passent par le numérique. Ça veut dire que vous trouverez par exemple beaucoup plus facilement un poste qui est mieux payé si vous travaillez dans la cybersécurité. Parce que qui dit de plus en plus d'activités numériques, dit aussi de plus en plus besoin de protection numérique. Par contre, la même tendance fait disparaître le support papier. Donc c'est pas le moment de devenir facteur ou de devenir libraire. Donc posez-vous cette question, est-ce que les besoins sont croissants? Est-ce que les compétences en question vont devenir de plus en plus valorisées ou au contraire de moins en moins valorisées? Deuxième critère d'un métier qui gagne bien, ce sont les métiers qui sont près de l'argent. Alors j'ai fait une vidéo sur les métiers qui gagnent plus de 40 000 € en début de carrière et je voyais quelque chose d'intéressant. Bon, c'est que déjà la moitié de ces métiers, c'est des métiers d'ingénieur et de sciences dures, notamment liés au numérique. Mais l'autre moitié des métiers dans lesquels on gagne bien sa vie, ce sont des métiers, je dirais, qui sont proches de l'argent. Ça va être par exemple contrôleur de gestion, qui est chargé de faire réaliser des économies à l'entreprise. Ça va être aussi analyste rémunération, qui donc analyse et gère les salaires. Vous voyez, plus vous êtes près de la trésorerie de l'entreprise, mieux vous êtes payé. Le troisième critère d'un métier qui paye bien, ce sont des barrières à l'entrée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont capables d'avoir ces compétences. Est-ce que ça demande des compétences auxquelles tout le monde peut prétendre? Ou au contraire, est-ce que c'est une compétence qui est rare, qui est difficile et longue à maîtriser? Plus il y a de barrières à l'entrée, moins vous avez de concurrents. Et c'est notamment pour ça que c'était intéressant de vous poser la question de savoir ce qui est facile pour vous, mais qui est difficile pour les autres. Alors le quatrième critère, c'est un métier qui n'est pas délocalisable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un Indien, un Roumain ou un Chinois de faire votre travail. Alors déjà, il y aura tous les métiers physiques. Par exemple, le logisticien, par définition, c'est en France que ça doit se faire, ça ne peut pas être délocalisé. D'ailleurs aussi, par exemple, les services budgétaires, puisque on ne va pas demander à un Tchèque de gérer la trésorerie de l'entreprise. Donc ça, c'est un critère important. Et enfin, cinquième et dernier critère, c'est un métier qui n'est pas automatisable. Alors les machines ont fait disparaître énormément de métiers manuels, et maintenant l'intelligence artificielle va elle aussi faire disparaître beaucoup de ce qu'on appelle les professions intellectuelles. Par exemple, les machines mécaniques ont facilement remplacé les ouvriers, et bien les algorithmes d'intelligence artificielle vont facilement remplacer par exemple les traducteurs. Et là, vous voyez qu'il y a des tendances qui sont contradictoires. Par exemple, certes, un logisticien ne peut pas être délocalisé, mais par contre, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Et à l'inverse, pour un graphiste, par exemple, il y a plus de barrières à l'entrée, mais c'est un métier qui va facilement être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, sur ces 5 critères, c'est très dur de cocher les 5, mais vous devez trouver un métier qui en coche le maximum. Et en gros, ce que vous devez bien comprendre, c'est que les entreprises ne vous payent pas pour votre travail, mais pour résoudre un problème. Et donc, plus un secteur est en croissance, plus il y a d'entreprises qui ont besoin de résoudre ce problème. 2, plus le problème les empêche de gagner de l'argent, plus elles sont prêtes à payer cher pour résoudre ce problème. 3, plus ce problème est complexe, moins il y a de personnes qui savent le résoudre, et moins vous avez de concurrents. Et 4 et 5, vous ne pouvez pas facilement être remplacé par des travailleurs moins chers à l'étranger ou par des machines. Donc vous voyez, vous pouvez tester 3 ou 4 métiers sur ces critères-là, et quand vous en avez retenu un, on va passer à la phase suivante, qui est la phase d'exploration du métier. Et ça va vous aider à passer d'une idée qui est vague à la réalité avec un métier précis. Donc une fois que vous avez retenu un métier, vous devez faire des recherches approfondies pour voir s'il vous correspond vraiment. Et absorber le maximum de choses sur le poste. Quel est le quotidien du poste? Quel est le plan de carrière typique? Quel est le salaire moyen?
quelles sont les qualifications qui sont nécessaires. Et là, soyez précis, mais soyez aussi impartial. Notez bien les points positifs comme les points négatifs. Alors moi, je vous conseille de trouver des gens qui font ce métier sur LinkedIn et de leur poser plusieurs questions. Vous pouvez leur demander à quoi ressemble leur quotidien, ce qu'ils aiment dans leur métier, ce qui est dur dans leur métier, les qualités qui sont nécessaires, comment ce métier tend à évoluer, etc. Vous pouvez même commencer à lire des livres ou à suivre des cours sur le sujet pour voir si vous accrochez bien. Et évidemment, plus vous creusez, plus vous comprenez qu'aucun poste n'est fait pour vous à 100%. Et si vraiment un métier est trop loin de ce que vous voulez, eh bien, rayez-le de votre liste et passez au métier suivant. Alors peut-être que ce ne sera pas votre passion, mais ce sera un métier qui vous plaît et qui paye bien. Et c'est probablement ce que vous pouvez avoir de mieux. Donc pour terminer, comment devenir bon dans un métier, même si on n'est pas passionné? Alors on a vu, c'est très difficile de vivre de sa passion, et l'entreprise se fout complètement de ce que vous aimez faire. Il vaut mieux trouver un problème que les entreprises veulent résoudre et devenir passionné par ce problème et par la solution que vous pouvez apporter. Donc parmi ce dont les entreprises ont besoin, qu'est-ce qui peut vous intéresser? Et une fois que vous savez, comment devenir bon dans ce métier? Comment devenir remarquable? Alors il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est de vous spécialiser en thé. Alors, vous savez, le thé a deux barres. Alors la première barre, c'est une base de connaissances générales et large. Et la deuxième barre, c'est une expertise approfondie dans un domaine spécifique. Par exemple, si vous êtes comptable, la barre horizontale de connaissances générales, ça sera la finance, le management, le contrôle de gestion et le droit fiscal. Et la barre verticale de votre expertise, ça pourra être par exemple la gestion de patrimoine. Comme ça, vous avez à la fois un socle général qui permet de comprendre le contexte global, de collaborer efficacement avec des collègues et avec des experts d'autres domaines. Mais vous avez aussi une spécialisation qui vous distingue en tant qu'individu et qui vous permet d'apporter une valeur ajoutée. Donc développez un profil de compétences en forme de lettre T. Comme ça, vous avez une vraie expertise, mais vous pouvez aussi participer à différents projets. C'est un bon équilibre entre profil généraliste étendu et profil spécialiste en profondeur. Et la deuxième stratégie pour devenir remarquable, c'est la stratégie de l'empilement des compétences qui a été théorisée par Scott Adams. Au lieu de vous concentrer sur une seule compétence, vous en combinez plusieurs pour développer un profil qui est unique. Par exemple, si une personne a un diplôme de marketing, bon, c'est assez banal. Mais si cette personne a à la fois un diplôme de marketing et un diplôme de droit de la santé, là, ça devient rare. Par exemple, prenons une entreprise pharmaceutique qui veut lancer des produits avec une réglementation très complexe. Elle va se dire, je veux ce profil et comme il n'y en a pas 50, bon, je suis prêt à payer pour le faire venir et pour qu'il reste. Vous voyez, c'est un profil qui est au croisement de plusieurs compétences qui d'habitude ne se rejoignent pas. C'est une combinaison unique de compétences pour devenir le meilleur dans quelque chose. Parce que ce profil, on imagine, ne sera pas le meilleur en marketing, il ne sera pas le meilleur non plus en droit de la santé. Par contre, il sera le seul à pouvoir faire les deux en même temps à haut niveau, ou en tout cas l'un des seuls. Plus vous maîtrisez de compétences rares, plus vous avez d'options et plus vous pouvez choisir quelque chose qui vous plaît. Et peut-être que vous serez intéressé par un métier qui gagne bien. Par exemple, j'ai listé 10 métiers qui gagnent plus de 40 000 € en début de carrière. Vous pouvez les retrouver dans cette vidéo si jamais vous souhaitez garder un bon salaire, même si vous êtes débutant.